5 l'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. La chronique 5-25 de ce mois de janvier 2018 nous promène une fois de plus sur les routes en direction du sud de l'Haute-Vienne pour rejoindre la ville de Sainte-Cyrille-la-Perche. Ce mois-ci, nous découvrons le centre des livres d'artistes en compagnie de Didier Mathieu, directeur. Il est le pape du pop, il est le pape... La xérographie, crocheteur de la pensée humaine, annonce l'époque de la publication instantanée. Chacun peut maintenant devenir à la fois auteur et éditeur. Prenez n'importe quel livre sur n'importe quel sujet et faites votre propre livre sur mesure en xérotant un chapitre de celui-ci, un chapitre de celui-là, vol instantané. Voilà. Alors, nous sommes très précisément à Sainte-Thierry-la-Perche et au centre des livres d'artistes, qui est une structure d'art contemporain de la région qui existe depuis une vingtaine d'années. Ce sont des publications donc, qui sont créées par les artistes eux-mêmes et qui apparaissent pour nous à la fin des années 50, début des années 60 et qui vont être un peu en rupture avec les pratiques éditoriales qu'on connaît à l'époque, c'est-à-dire une espèce de... On va privilégier des techniques d'impression qui apparaissent à l'époque, que ce soit la sérigraphie ou l'offset, et s'éloigner un petit peu des méthodes d'impression et d'édition traditionnelles que sont la lithographie, la gravure, sur bois, sur cuivre, etc. Et privilégier, plus à l'inverse des pratiques de bibliophilie, qui privilégient des tirages restreints. On va, à partir de ces années 60, privilégier des tirages plus conséquents que permettent justement ces nouvelles techniques d'impression. Il y a plusieurs origines. Il y a une origine très française avec des gens dont on a beaucoup de livres en collection, des gens comme Paul Armangette ou Ben Vautier, qui sont vraiment les initiateurs de ce type de publication au tout début des années 60 en France. Alors il y a ce qu'on connaît plus, ce sont les publications qui nous viennent des États-Unis, avec des gens comme Édouard Rucher et puis tous les artistes conceptuels ou minimalistes, même Fluxus, voilà, des gens comme Douglas Weibler, voilà. Et puis ça a beaucoup essaimé également en Europe, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie. Il y a vraiment deux façons de travailler ici. D'une part avec notre collection, c'est-à-dire qu'une des singularités du lieu, c'est que c'est à la fois un lieu d'exposition et un lieu de conservation de ces livres. Donc la collection compte à peu près 6000 pièces. Donc c'est à la fois des livres, des revues, ce qu'on appelle les éphéméras, donc des cartes postales, des cartons d'invitation, des documents sonores, donc des disques, des vieux disques, 33 tours, très jolis, puisqu'une partie de la collection est consacrée à la fois à la poésie visuelle et à la poésie sonore. Donc, d'où la nécessité d'avoir des enregistrements qu'on peut diffuser dans les expositions. L'autre façon d'exposer, c'est d'inviter des artistes dans des expositions monographiques, à la fois français, étrangers, qui aiment bien ce lieu, et voilà, qui ont, je crois, du plaisir à venir travailler avec nous. Là actuellement, c'est une exposition autour du journal. Enfin, l'exposition regroupe à la fois des journaux avec cette qualité très particulière du papier qui jaunit, qui devient terriblement cassant, et puis donc des publications qui sont vraiment faites par les artistes depuis finalement, je pense que le plus ancien, on peut se déplacer, le plus ancien. Voilà, c'est autour des années 75. C'est un journal qui était fait aux Pays-Bas
par quelqu'un qui s'appelle Raoul Marocain et qui s'appelait... qui a porté plusieurs titres, mais Fandangos ou Fandangos, des choses comme ça, jusqu'à des publications très récentes, notamment tout un travail qui a été fait par des éditeurs de Marseille qui s'appelait ULS et qui ont publié une suite de journaux, là gratuits. Donc l'idée du journal aussi, c'est quand même un organe de diffusion d'idées, de nouvelles, et beaucoup ont été diffusés gratuitement. Le journal a quand même cette particularité de mise en page très, très spéciale, avec des gros titres, avec des... et donc il y a quand même cette influence-là, formellement, et par rapport au contenu, si par exemple celui-là, ça peut être des informations tout à fait circonstancielles. Voilà, si on prend ceux-là, donc ça c'est un journal qui a été réalisé par Richard Long, et c'était une galerie à nouveau aux Pays-Bas, qui, au lieu de publier des catalogues, publiait des journaux qui étaient confiés aux artistes de la galerie pour des expositions. L'exposition rassemble également ce qu'on appelle des contributions d'artistes parues dans des journaux. C'est-à-dire, ça c'est une très belle également de Richard Long, pour une exposition aux Pays-Bas à Eindhoven, et c'est une double page du journal local. Il y a même dans l'exposition un numéro du Populaire, déjà très ancien, dans lequel on avait publié un travail d'Éric Vattier à l'occasion d'une manifestation qu'on a organisée il y a quelques années, et qu'on n'organise plus, qui s'appelait la Foire du livre d'artistes. Voilà, donc on a même contaminé les journaux régionaux. Donc on a une pièce d'une artiste qui s'appelle Karine Sanders, qui a été faite effectivement dans un supplément du New York Times. C'est une œuvre assez belle, parce que les éditions du week-end du New York Times sont assez impressionnantes, parce qu'elles sont très épaisses. Donc il y a, je sais pas, moi, c'est l'équivalent de, chez nous, à peu près une dizaine de quotidiens en épaisseur comme ça. Et ça, c'est une pièce qui a été financée par la Deutsche Bank, par donc une fondation, la Deutsche Bank Art. Et en fait, Karine Sanders a demandé à je crois que c'est une centaine d'habitants de New York, des différentes communautés new-yorkaises, donc différents langages, de lui fournir le mot qui pour eux représentait le mieux leur langue maternelle. Et cette centaine de mots a été traduite dans toutes les autres langues. Et c'est le report de tout ça. En fait, elle appelle ça une sculpture. Effectivement, c'est une sculpture de mots, d'idiomes, ouais. Et juste à côté, c'est ce que je voulais dire, parce que dans cette pièce, il n'y a pas que du papier, il y a aussi de la vidéo. C'est une petite, toujours de Karine Sanders. C'est une petite vidéo qui est en fait le témoignage d'une performance qu'elle a réalisée. Et donc c'est très proche de la pièce dont on parlait là, juste à l'instant, puisque ce sont différentes personnes qui lisent en même temps un quotidien de leur propre pays. Donc on est dans une espèce de brouhaha comme ça, presque de Babyle comme ça, parce qu'on saisit des sonorités comme ça, mais qui font pas forcément sens pour nous. Hein. Et ça a un côté un peu Babel comme ça, quand les langues se mélangent dans une espèce de confusion, ouais. Mais d'un peu de frémissement du papier journal aussi, qui est assez intéressant. Voir la pièce sonore. Ah oui, qui est un peu différente, mais
finalement est peut-être une deuxième partie de l'exposition, un peu restreinte, mais parce que cet été, on fêtait les 50 ans de ce qu'on a appelé le Summer of Love, cette espèce de truc un peu joyeux qui s'est déroulé aux États-Unis du côté de San Francisco, là. Et parce que j'ai découvert l'édition originale d'un texte assez fameux de Spencer qui s'appelle Marshall McLuhan, et donc c'est cette première édition de ce texte qui s'appelle The Medium is the Message, donc le médium est le message, est une édition complètement graphique que moi je ne connaissais pas, et la découverte de ça m'a complètement ravi, donc ça a été publié en 67, paru en 67, et l'année d'après, donc c'est une œuvre en collaboration donc qui réunit 3 personnes, donc McLuhan lui-même, quelqu'un qui s'appelle Quentin Fior, qui lui a assuré, on va dire, la mise en page pour simplifier, et une 3e personne qui s'appelle Jérôme Agel, qui aurait été plutôt le coordinateur de tout ça, et l'éditeur au sens intellectuel du terme. Et l'année d'après, donc en 68, ce texte a été adapté de façon sonore, comme une espèce de pièce radiophonique, et a été édité sous forme d'un disque 33 tours, d'un disque vinyle 33 tours. Et c'est un travail tout à fait remarquable sur le son, et vraiment l'idée du radiophonique, quoi, avec des effets sonores. The medium of our time, electric circuitry, profoundly involves men with one another. Information pours upon them, instantaneously and continuously. As soon as information is acquired, it is very rapidly. McLuhan, c'est ce monsieur que plein de gens détestent parce qu'il a annoncé la fin du livre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens. Il s'est fait quand même un maximum d'ennemis en disant ce genre de trucs-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ce sont des textes qui comptent beaucoup pour une jeune génération d'artistes. Writing did not merely record language, it was a totally new medium of expression and communication which the spoken word came in turn to imitate. Writing encouraged an analytical mode of thinking, with emphasis upon... On a reçu en résidence quelqu'un qui s'appelle Alex Chevalier, qui a une 30aine d'années, et qui est tout à fait au fait et tout à fait passionné par ce genre de texte. L'axérographie, crocheteur de la pensée humaine, annonce l'époque de la publication instantanée. Chacun peut maintenant devenir à la fois auteur et éditeur. Prenez n'importe quel livre sur n'importe quel sujet et faites votre propre livre sur mesure en xérotant un chapitre de celui-ci, un chapitre de celui-là, vol instantané. Comme il parlait de la photocopie et qu'on pouvait devenir son propre auteur, on s'est permis de photocopier en entier le livre et de le donner à voir, mis au mur, suivant un procédé qu'en imprimerie on appelle un chemin de fer. Donc le chemin de fer, en imprimerie, c'est le déroulé de double page en double page, qui permet et ça apporte une lecture complètement différente du page à page. Donc on reconnaît les dessins de Téniel pour l'Alice au Pays des Merveilles. On reconnaît Charlotte Moorman qui a son violoncelle, là, qui était une artiste Fluxus. Si on regarde un peu plus près, on voit qu'il y a une image d'un concert du Velvet Underground avec Nico à la Factory de Warhol. Voilà, donc l'iconographie est très étonnante. On voit une des nanas de Niki de Saint-Phal, dans laquelle on peut littéralement pénétrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme
Ah oui, parce que ça, j'en suis super content, c'est qu'on a pu réaliser un projet avec l'école d'art de Limoges, qui est en fait un lieu d'exposition du CDLA à l'intérieur de l'école, qui est tout à fait passionnant. C'est assez marrant aussi. C'est une série de 8 vitrines qui sont posées sur le premier rang de l'amphithéâtre de l'école, et donc ça fait 15 mètres de long, très très beau. Et c'est un projet pour les étudiants. Toutes les informations concernant le Centre des livres d'artistes est à retrouver sur le site cdla.info.fr et toutes les informations du réseau régional d'art contemporain sur le site 525.org. 5-5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.